Tout un plaisir d'être de nouveau en votre compagnie. Dans Washington Forum cette semaine, nous passons à la loupe l'enjeu du diamant en Afrique avec, en gros plan, la République centrafricaine. Des petites pierres précieuses qui peuvent s'avérer dangereuses. Pour des observateurs, les diamants ont également joué un rôle dans le conflit centrafricain. Les diamants du sang, une réalité toujours d'actualité. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Plein feu donc sur ces diamants qui alimentent les guerres en Afrique, des diamants qui profitent aux groupes armés mais pas aux populations vivant dans l'extrême pauvreté. Le cas centrafricain est éloquent, un drame en images, reportages, témoignages, analyses et commentaires. Washington Forum se propose de cerner le sujet. Deux invités avec moi sur ce plateau, l'Ivoirien Nikenzi Moro, président de la Ligue africaine de lutte contre la corruption, ALACO en un mot, et mon collègue de la VOA, Bagassi Koura, qui s'était rendu en Centrafrique. Bienvenue, messieurs. Alors, je vais commencer par vous, Bagassi. Quand vous étiez en Centrafrique, pourquoi vous vous êtes dit qu'il était important de braquer les projecteurs sur les diamants du pays? Oui, en fait, vous savez, lorsqu'on parle de la Centrafrique, on pense d'abord à ces nombreuses ressources agricoles, mais aussi minières. Il y a le coton, bien sûr, il y a le bois, il y a le caoutchouc, il y a l'or, mais il y a surtout le diamant. Et vous savez que le pays traverse une grave crise depuis ces 2 dernières années. Et la question qu'on se posait, est-ce que cette guerre a quelque chose à voir avec ces ressources minières? Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec le diamant? Le diamant qui est dans 13 des 16 préfectures du pays. Et donc nous avons fait d'abord un tour à Boda, c'est une ville connue comme la ville du diamant. Et cette ville a été déchirée par la violence. Maisons détruites, boutiques pillées, lieux de culte incendiés. À Boda, la ville du diamant, les stigmates de plusieurs mois de violents affrontements entre chrétiens et musulmans sont partout. Pour échapper à la violence, la plupart des habitants ont dû fuir. Et malgré la présence des forces internationales, ceux qui sont restés, eux, se regardent en chien de faïence. On ne peut pas bouger. Même ce petit pont que vous voyez, nous ne pouvons pas le franchir. Aucun musulman ne peut le franchir. Celui qui s'éloigne de l'enclave est tué. Cela fait 9 mois que nous sommes enfermés ici. En 2012, la RCA était, selon le processus de Kimberley, le 12e producteur de diamants au monde. Et selon toujours le processus de Kimberley, 371 917 carats de diamants d'une valeur de 62 millions de dollars ont été exportés de la Centrafrique en 2012. Dans la région de Boda, les patrons de ces mines de diamants à ciel ouvert étaient tous musulmans. Quand les événements ont commencé, ils ont ramassé sur mes chantiers miniers tous les outils, les motopompes, les diamants. Les chrétiens ont tout ramassé. Ils ont repris l'exploitation du diamant sur mes chantiers. À quelques 500 mètres de là, Sylvain parade au milieu des miliciens anti-Balaka. Ici, c'est lui le chef. Mais écoutez, les mines de diamants ne sont pas pour les musulmans, c'est pour nous les chrétiens. Les petits artisans sont des Centrafricains. Même si les musulmans partent, le pays n'aura pas de difficultés. Nous sommes bien avancés dans ce domaine, nous sommes prêts. D'autant plus qu'il est aussi bien avancé, Nayan, déjà. Ouais. Il est prêt. Il est prêt. Dans ce pays ravagé par la violence, l'histoire tragique de Boda n'est malheureusement pas unique. Reportage de Bagassi à Boda, d'autres à venir tout à l'heure. Mais Nikez, une première réaction à ce reportage. Alors, Bagassi posait la question tout à l'heure, le diamant a-t-il été un des enjeux dans le récent conflit centrafricain? Merci. D'abord, avant toute chose, je voudrais, avec votre permission, que vous me permettez d'exprimer toute ma compassion au peuple centrafricain qui est un peuple ami. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Et je peux vous dire que c'est pas ce qu'on pourrait souhaiter à son ennemi. Donc nous comprenons fortement ce que vit ce peuple centrafricain, cette tragédie justement que vit ce peuple. Donc nous leur exprimons toute notre compassion et nous les portons toujours dans nos prières pour que ce peuple sorte très rapidement de cette tragédie.
Vous me posez la question de savoir si il y a quelque chose à voir, la guerre a quelque chose à voir avec le diamant. Tout à l'heure, dans l'émission qu'a réalisée notre ami, il a bien indiqué qu'en dehors du diamant, il y a d'autres ressources qui existent dans ce pays, notamment le bois, le caoutchouc et bien d'autres éléments. Mais toujours est-il que le diamant est un élément important. Et élément important en ce sens que c'est cela qui permet justement à ceux qui prennent les armes de pouvoir payer les armes, de pouvoir payer bien entendu ceux qu'ils vont utiliser et employer, les jeunes gens malheureusement. Et donc, de notre point de vue, le diamant se trouve bel et bien au centre de cette guerre-là. Et d'ailleurs, si on peut faire une petite incursion dans l'histoire, l'exploitation du diamant en Centrafrique remonte à 1927. Les différents gouvernements qu'a connus le pays ont été accusés d'avoir longtemps puisé dans la manne diamantifère, de Jean Bédel Bokassa à Jean-François Bozizé, en passant par Ange Félix Patassé. D'après l'International Crisis Group, cette mainmise sur le secteur du diamant a toujours favorisé l'enrichissement d'une minorité et n'a jamais contribué à atténuer l'extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité de la population. Nikez, la Centrafrique pourra-t-elle un jour rompre ce cercle vicieux? Faut-il une réforme en profondeur de ce secteur? Oui, de toutes les façons, une chose est certaine, c'est que d'après les informations que nous avons, la plupart du diamant centrafricain est exploité de façon artisanale. Donc s'il y a des réformes à faire, il va falloir forcément voir dans quelle mesure bien des industries beaucoup plus importantes s'intéressent justement à cette affaire pour éviter justement l'exploitation artisanale. Maintenant, on me dit c'est pratiquement une malédiction. Tous ceux qui sont passés depuis Jean Bédel Bokassa jusqu'aux autres présidents, tout le monde, justement, pour parler comme les Ivoiriens, mangent justement dans ce domaine. Écoutez, de mon point de vue, on ne peut pas parler justement de malédiction. Tout est une question de gestion. Et qu'on prenne le problème du diamant, qu'on prenne le problème du cacao, qu'on prenne le problème de l'or ou toute autre ressource justement qui font la fierté de l'Afrique, si ces ressources-là ne sont pas bien gérées, eh bien, vous allez voir ce que vous voyez, ou ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, il faut dire aussi que la RCA a été suspendue du processus de Kimberley en mai 2013, ce qui a bloqué les exportations légales de diamants centrafricains. Mais il semblerait qu'il n'y a rien de plus facile que de passer du diamant à la douane. Le trafic, la contrebande continue. Dans un rapport, l'ONU estime que 140 000 carats ont pu sortir illégalement du pays depuis mai l'an dernier, ce qui représente un montant d'environ 24 millions de dollars. À Bagassi, le gouvernement centrafricain est-il au courant de cette situation? Oui, le gouvernement centrafricain est bien sûr au courant de cette situation, hein, mais il y a cette phrase qui fait souvent grincer les dents à Bangui, c'est que le pouvoir à Bangui se limite au PK12, ça veut dire que dès que vous sortez hors de la capitale, donc il n'y a plus de contrôle de l'État et donc en dehors de Bangui, les groupes armés sont donc les maîtres de ces différents territoires qu'ils occupent, que ce soit à l'est ou au nord avec les musulmans qui sont regroupés au sein de la Séléka ou encore dans les zones ouest et toute cette partie du pays contrôlée par les anti-Balaka. Justement, dans la région de Boda, nous nous sommes rendus à 25 km de Boda sur des mines. Vous savez que toutes les mines du pays, malgré tout ce qu'on dit sur le diamant centrafricain, toutes ces mines-là sont des mines artisanales. Et nous sommes allés voir dans quelles conditions travaillent ces mineurs qui avaient autrefois des patrons musulmans, mais ces musulmans ont tous fui. À 25 km de Boda, en pleine forêt de Bomandoro. Ici, là, c'est quoi? Là, c'est pour le travail. Une mine de diamants, un chantier artisanal à ciel ouvert, comme d'ailleurs toutes les autres mines du pays. Le travail ici est éreintant. Souvent, il faut creuser à plus de 5 mètres de profondeur pour atteindre le gravier qui pourrait contenir des cristaux de diamants. Pour les enfants comme pour les adultes, le travail est dur. Dans cette forêt, les villageois creusent partout à la recherche du minerai précieux. Nous sommes sur un chantier de diamants. Ce chantier s'appelle Lango Oussé. Lango Oussé, en langue sango, cela veut dire obtenir le diamant en 2 jours.
Cette terre noire. On creuse, on trouve d'abord la terre noire, ensuite le gravier. On continue de creuser, ensuite on emmène le gravier au ruisseau. Voici donc le ruisseau. C'est ici que Guillaume Benam et ses camarades tamisent le gravier. Il explique qu'en 2 ans, il n'a encore rien trouvé de grande valeur. Les minerais précieux sont souvent si minuscules qu'il faut un travail méticuleux. Qu'est-ce que vous faites là? On est en train de chercher le diamant. Ah oui. Là, vous n'avez rien trouvé encore? Ouais, pas encore. On est en train de fouiller. La terre est très forte encore. Ouais. C'est un travail très fort. Et quand vous gagnez le diamant ici, vous amenez ça où? Au patron. Il est où? Il est à Bouddha. Et à Bouddha, depuis fin janvier, ces patrons en question ne sont plus des musulmans. Mais une chose qui n'a pas changé, c'est la galère des artisans dans les mines. Voilà la galère des artisans. Un autre commentaire là-dessus, Nicaise? Oui, ce qui me choque dans ce reportage, ce sont ces enfants qu'on découvre justement sur ces sites. Les enfants ne sont pas faits pour aller creuser, les enfants sont faits pour aller à l'école. Et c'est dommage justement de retrouver ces enfants sur ces sites et je peux vous dire que c'est vraiment choquant. Rapidement, on parlait tout à l'heure du processus de Kimberley. Le gouvernement centrafricain demande que le pays soit réintégré à ce processus. Vous pensez que c'est possible? Cela peut se faire maintenant? Le processus de Kimberley est assez complexe. Il va falloir que des gens se déplacent pour aller sur le terrain, notamment en Centrafrique, pour voir si le gouvernement effectivement a la maîtrise du terrain. Or, tout à l'heure, vous avez entendu notre ami indiquer que le gouvernement ne règne que pratiquement à Bangui. À partir du moment où vous ne régnez qu'à Bangui, que vous n'avez pas le contrôle des mines, je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement va faire. Donc, de notre point de vue, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile, le gouvernement a besoin de ressources. Et il faut le dire, il y a un quart de la population centrafricaine qui vit justement, comme on appelle, des ressources provenant du diamant. Donc, c'est une question essentielle. De notre point de vue, rester sur un plateau et puis donner des solutions me paraît un peu difficile. Nous pensons qu'il va falloir peut-être voir avec les autorités que toutes les parties prenantes puissent s'asseoir et puis regarder ce qu'il y a lieu de faire pour permettre justement au peuple centrafricain de pouvoir s'en sortir et quitter vraiment cette tragédie. Parce qu'évidemment, Bagassi, il y a un manque à gagner important pour le gouvernement centrafricain. Oui, il y a un manque à gagner. On va entendre un peu plus tard le ministre des Mines et de la Géologie. Voilà. Mais, Bangui, depuis plusieurs mois, demande la levée de cet embargo. Ça n'a pas encore été fait. Et récemment, il y a 2 semaines, ils étaient à Guangzhou en Chine. Ils ont demandé la levée de l'embargo et cette fois-ci, ils ont envoyé cette solution d'une levée partielle qui va seulement s'appliquer aux mines à l'ouest du pays. Et quand j'ai posé la question aux autorités centrafricaines, pourquoi seulement dans une partie du pays, ils disent c'est là qu'il y a plus de sécurité. Il y a des ONG qui demandent que le contrôle des mines soit confié à la force onusienne dans le pays, la MINUSCA. Est-ce une possibilité envisagée? Bon, tout à l'heure, je disais qu'on ne peut pas rester sur le plateau pour donner des solutions. Mais enfin, vous savez, l'expérience justement des militaires de l'ONU, ailleurs aussi, ce n'est pas toujours évident que ceux-là aussi apportent des solutions. On sait que dans certains conflits, ils ont été, on les a trouvés très souvent même, je vais dire, même braqueurs même de banques dans certains domaines. On les a même trouvés, je crois même que pour ce qui concerne même la Centrafrique, je ne sais pas si ces informations que j'ai sont vraiment exactes, mais nous avons vu une chaîne de télévision nous présenter je vais dire, des agents de l'ONU en train justement d'exploiter un certain nombre je vais dire, de mines. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être une solution, mais je dis que ce n'est pas aussi la panacée. Brièvement, Bagassi. Oui, et la difficulté en Centrafrique, c'est que les mines sont éparpillées un peu partout sur le territoire national et ça va être vraiment difficile d'avoir un contrôle sur ces différents sites-là si on n'a pas un retour total à la paix. Voilà, discussion intéressante.
Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Zoom sur les diamants de la guerre. Nos invités Nikez Nzimoro, président de la Ligue africaine de lutte contre la corruption, et Bagassi Koura de la VOA. Le débat a également lieu sur la page Facebook de VOA Afrique. Et voici 4 commentaires. Moïse Mukendi Kapanga de Mbouyimayi, RDC. Une enquête d'Amnesty International sur les armes et le trafic de diamants en Guinée, Sierra Leone et RDC avait conduit l'ONG jusqu'en France, en Chine et jusqu'aux États-Unis. Pourquoi y a-t-il plus de 7 milliards d'armes légères qui circulent dans le monde? Comment et pourquoi les armes arrivent-elles aux mains des rebelles? Ceux-là qui fabriquent les armes les remettent aux rebelles pour alimenter les conflits en Afrique. Amadou Diallo de Conakry, Guinée. Les pays africains qui ont du diamant, pétrole, de l'or et tant d'autres ressources ne seront jamais en paix. Daniel Intègre de Ouagadougou, Burkina Faso. Vous ferez bien d'organiser ce débat dans les pays comme la Chine, l'Inde, les États-Unis, la France, la Russie, la Belgique, qui viennent piller l'Afrique. Et Hani Trinanin Raina Guarav, d'Antananarive, Madagascar, le sang des Africains fait le profit des Occidentaux. Je dois dire, le débat très animé sur la page Facebook de VOA Afrique. Hormis le diamant, la République centrafricaine, Bagassi le disait tout à l'heure, dispose également de l'uranium et de l'or. Le pétrole et l'énergie hydroélectrique sont d'autres ressources potentiellement importantes, mais inexploitées à ce jour. Alors, Bagassi, les autorités de Bangui ont-elles un plan précis et défini pour mieux exploiter toutes ces ressources? Oui, quand j'étais là-bas en septembre dernier, l'un de leurs espoirs, c'était de pouvoir compter sur le déploiement des casques bleus, les troupes de l'ONU, donc, qui, selon ces autorités, allaient les aider à se redéployer, à redéployer l'administration sur le territoire et aussi, petit à petit, reprendre en contrôle donc, ces mines et donc retrouver un peu ces ressources pour renflouer les caisses de l'État. Et le ministre des Mines, Joseph Agbo, dit que le diamant seulement représente 51% des recettes d'exportation du pays. Et donc, à Bangui, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils pourront tenir si cette suspension du processus de Kimberley doit continuer. En RCA, l'exportation du diamant est interdite depuis l'année dernière quand le pays a été suspendu du processus de Kimberley. Selon les autorités, cette suspension a favorisé le développement des réseaux frauduleux et créé un énorme manque à gagner pour le gouvernement de la transition. Puisque les bureaux d'achat n'exportent plus, les collecteurs qui achètent ces produits, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'investissent dans la fraude. C'est-à-dire ils vont dans des bureaux d'achat d'occasion qui existent à peine au-delà de nos frontières, et c'est là-bas qu'ils échangent ces produits-là, puisque ça peut se faire à ce niveau-là. Et donc, la suspension du processus a eu pour effet de drainer le plus gros lot de nos collecteurs vers la fraude. Et ils vont alimenter ce secteur qui, bien entendu, ne profite pas à l'économie. Cet exportateur centrafricain explique que la suspension n'a pas rendu service au pays. Plus que ça perdure, plus des vautours sont en train de s'implanter en Centrafrique pour détourner nos richesses. Et ces vautours sont où? Ils sont au Cameroun. Le Cameroun détient quelle quantité de diamants pour exporter? Quelle quantité de diamants pour exploiter même? Avec le déploiement des casques bleus, les autorités centrafricaines espèrent reprendre des groupes armés le contrôle des nombreuses mines du pays. Mais en attendant, la RCA continue de perdre chaque jour ses précieux minerais. Alors, une petite correction quand même, il faut faire, Bagassi, c'est le ministre qu'on a vu dans le reportage. En première position, c'est donc le ministre Joseph Agbo et en dernière position, le collecteur Vianney Victorien Koyadankpa qu'on vient d'entendre. Ce sont des autorités transitoires, évidemment, en ce moment. Nikez, que peuvent-elles vraiment faire? C'est la grande question, parce que c'est des autorités qui sont là pour préparer le pays à aller à des élections. Et puis, ces autorités donc, sont confrontées à cette situation. Alors, ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de voir du côté de la communauté internationale si cette communauté internationale peut aider rapidement, je veux dire, ces autorités, et faire en sorte qu'on puisse aller très rapidement également aux élections pour avoir des autorités légales et légitimes pour penser, bien entendu, à ces aspects qu'on vient d'évoquer, notamment l'exploitation du pétrole, l'exploitation d'autres minéraux, notamment l'uranium, etc., etc. Donc, de mon point de vue, il faut mettre vraiment l'accent
sur la feuille de route qui a été confiée justement à ces autorités-là, de sorte que ces autorités puissent atteindre leur objectif et permettre à ceux qui seront élus de pouvoir, comme on appelle, gérer le pays de façon plus efficace. Alors, pour aller au-delà de la RCA, les profits du commerce illégal des diamants ont été évalués à des milliards de dollars, profits qui ont servi aux seigneurs de guerre et aux rebelles à acheter des armes. Environ 3,7 millions de personnes sont mortes en Angola, en République démocratique du Congo, au Libéria et en Sierra Leone dans des conflits financés par les diamants. La Sierra Leone, où ma collègue Nathalie Barge s'était rendue en 2002 à la fin de la guerre civile déclenchée en 1991. À l'écran, les photos qu'elle avait prises à Tongo Field, dans la région diamantifère de Kenema. Elle y avait rencontré notamment des ex-rebelles du groupe armé ROUF, la Sierra Leone, qui a également fait l'objet du film Blood Diamond, sorti en 2006, un véritable coup de gueule contre les diamants de la guerre. Alors, Nikez, si certains conflits ont pris fin, le problème des diamants de sang, comme on l'appelle, lui, est-il toujours loin d'être résolu? Le problème est toujours là. L'exemple de la RCA est là et patent. L'exemple également de la RDC, tout ce qui se passe dans ce pays-là au niveau du Congo, Kinshasa, vous voyez un peu ce qui se passe dans ces pays. Donc partout, bien entendu, il y a ces diamants, il y a toujours des convoitises. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des rebelles, il y a toujours des seigneurs justement qui se partagent un certain nombre, comme on appelle, des territoires d'un certain nombre de pays et qui sont maîtres de ces lieux. Et donc, j'allais dire, exploitent ces ressources-là, pas pour assurer le développement, bien entendu, de ces zones, encore moins pour apporter un mieux-être aux populations, mais bien plutôt pour non seulement leurs propres besoins, acheter des armes, et puis continuer de tuer justement les populations. Ouais. Et évidemment, ça se passe ailleurs. Et même chez vous, Bagassi, dans votre pays, Burkina Faso, il y a eu des affrontements dans une région bien particulière où il y a eu l'exploitation illégale de l'or. Et donc, comment ça se passe? Il y a toujours cette situation? Oui, il y a des tensions, hein, parce que bon, les orpailleurs occupent souvent des terrains occupés par d'autres personnes comme des agriculteurs et comme les lois ne sont pas souvent précises ou ne sont pas appliquées, donc ça envoie des tensions lorsque vous êtes installé dans votre village, on veut vous faire déplacer pour pouvoir exploiter de l'or, donc ça envoie régulièrement des tensions. Et maintenant, vous nous proposez un autre témoignage, Bagassi. Oui, on parlait tout à l'heure de la suspension donc, de la RCA, du processus de Kimberley. Donc, il faut noter qu'il y a deux éléments qui affectent le secteur du diamant en Centrafrique. D'abord, il y a cette crise qui dure depuis plus de 2 ans et il y a maintenant cette suspension. Et j'ai croisé donc Camille Guimalé. Il est le secrétaire général du syndicat des collecteurs de diamants centrafricains. Et lui, il a 63 ans, il était autrefois un homme qui a réussi dans le domaine du diamant. Et aujourd'hui, les temps sont durs. Voilà, ici, c'est chez moi, M. Camille Guibalé, secrétaire général du syndicat des collecteurs, expert évaluateur en diamant brut et taillé. On est maintenant à l'entrée de mon bureau. Nous sommes dans la salle d'attente et le secrétaire particulier qui est là, il y a son assistant. Et qu'est-ce que vous faites ici avant? Que le diamant. C'est-à-dire? C'est-à-dire là, c'est là où quand les clients arrivent, ils se reposent et on me les annonce, ils rentrent dans mon bureau d'expertise. Voilà mon bureau d'expertise. Vous avez vu sur les photos, quand j'étais jeune, quand j'avais 50 ans, quand j'avais 63 ans, vous verrez, vous lisez vous-même sur la photo. Et vous découvrirez qu'il y a les beaux temps, il y a les temps qui sont moches. Je peux vous dire que j'avais eu des millions
Mais c'est un peu difficile d'évaluer parce que quand j'ai l'argent, directement, ça va dans l'investissement. Mais en tant que chrétien, j'ai lu dans la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps que l'homme puisse être né, il y a un temps que l'homme puisse mourir. C'est pour dire qu'il y a un temps qu'on peut être riche, il y a un temps qu'on peut être pauvre. Mais il faut faire avec. Il faut avoir toujours de l'espoir tant qu'on a envie. Voilà pour ce dernier témoignage sur les diamants en Centrafrique. Quoi de mieux pour clore cette émission. Nikez, vous le disiez en tout début d'émission, on parlait de malédiction, mais quand on parle de ressources naturelles en Afrique, alors il faudra savoir transformer cette malédiction en bénédiction. En fait, l'Afrique va-t-elle pouvoir le faire? Moi je pense que tout le problème réside dans la gestion. Tout le problème réside dans la gestion. C'est vrai que tout à l'heure sur Facebook, il y a des gens qui disaient ce sont les Occidentaux, etc. etc. C'est vrai, les Occidentaux ont une grande part de responsabilité dans ce qui se passe en Afrique. Ça, personne ne peut le nier. Ce sont des raisons exogènes. Mais en interne, il faut que nos gouvernants gèrent au mieux les ressources que nous avons. Je veux dire que les problèmes de corruption sont devenus récurrents dans nos républiques. Monsieur Jacques, la dernière fois, j'étais à un séminaire et j'ai rencontré un ami japonais. Il m'a dit, Monsieur Nzi, vous savez, vos problèmes en Afrique, le jour où vous allez trouver la solution, pour comprendre comment ça se fait que vos politiciens sont riches, alors vous allez régler les problèmes de développement en Afrique. C'est vraiment émouvant, mais c'est en même temps pathétique, mais c'est une réalité. Si nos gouvernants ne prennent pas conscience qu'il faille redistribuer de façon correcte les ressources du pays, ce qui est arrivé au Burkina va arriver dans la plupart des pays africains. Parce que l'Afrique aujourd'hui regorge de plus en plus de jeunes. Plus de 60% des populations sont jeunes. Ces jeunes-là, parfois, ont des maîtrises. C'est des jeunes gens qui ont même des doctorats qui ne travaillent pas aujourd'hui. Ça constitue donc une bombe. Et donc, c'est un appel que nous lançons à nos dirigeants qui ne viennent pas justement à la tête des pays pour se servir, mais qu'ils viennent justement pour servir les peuples africains. Rapidement, Bagassi. Bon, moi j'ai espoir quand même, hein, parce que ces derniers mois ont été marqués par une certaine accalmie. Et je pense que progressivement, avec le retour de la paix, le pays va reprendre le contrôle de tout son territoire avec l'aide des forces internationales. Et finalement, les ressources comme le diamant pourront être contrôlées par le gouvernement légitime de Centrafrique. Voilà, merci à Nikez Nzimoro, président de la Ligue africaine de lutte contre la corruption, et à mon collègue de la VOA, Bagassi Koura, évidemment. Merci aussi à nos partenaires en Afrique. Et là, en fait, je dois faire un petit clin d'œil à nos amis de Carrefour TV, notre télépartenaire à Boïcon au Bénin. Et bien évidemment, merci à vous, chers fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.